Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 16 octobre. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Madame Valérie. Et comme tous les vendredis, le club de la presse média avec François Obel qui était déjà venu ici. Vous êtes rédacteur en chef au Figaro, spécialiste des médias. Bonjour. Bonjour. Et Thierry Moreau, ravi de vous accueillir. Thierry, on vous a vu l'année dernière sur LCI. Vous avez été le patron de Télé 7 jours. Aujourd'hui, vous êtes producteur. Donc, ce sont la vie évolue et vous mettez vos compétences au service aujourd'hui des programmes. Donc on est ravis de vous recevoir parce que vous aussi vous connaissez très bien les médias. Ouais, absolument. Je crois qu'on va commencer à mettre une porte avec un mot de passe pour venir ici, pour qu'on fasse encore plus club chic. Il y aura les libraires tout à l'heure avec Gérard Collard, enfin le libraire plus précisément. Et on va commencer avec la question du jour, Gilles. Oui, la question du jour, elle s'impose. Question Twitter. Mais oui, dès ce soir, vous savez que va démarrer le couvre-feu. Et donc, on va se demander, puis on en parlera durant le débat, est-ce que ça va avantager la télévision? Est-ce que, comme durant le confinement, la télévision va profiter et va faire des audiences incroyables? Alors, on vous pose la question sur le tweet de Sud Radio. Allez-vous regarder la télévision plus longtemps à partir du couvre-feu? Eh bien, oui, 16%, non, 84%. Bon, si c'est comme vous savez, nos auditeurs n'étaient pas nombreux à dire qu'ils allaient suivre Macron. Macron, il a fait 11 millions. Hein. Et non, il y a deux tweets rigolos. Il y a le général Georges Patton, j'imagine que c'est un pseudo. Il nous a dit que sans doute peut-être de l'au-delà. Il nous dit non, mais par contre, nous on va faire zizi pampan plus longtemps. Ah voilà. Voilà, on va avoir plus de temps pour s'amuser, madame. Moi, je trouve votre question, je vous l'ai dit, un peu bête. C'est parce que. Comment vous balancez est-ce que vous allez regarder la télé? Les gens, ils sont à 9h chez eux. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Alors, ils peuvent prendre des livres. Ils peuvent lire, ils peuvent jouer, ils peuvent faire plein de choses. Ils peuvent aller sur Netflix, ils peuvent. C'est pas regarder la télé. Alors, ça, c'est un truc marrant, Thierry. Moreau, moi, j'ai travaillé avec vous et j'avais cette page où je posais des questions en disant qu'est-ce que vous regardez à la télé? Aujourd'hui, quand vous posez cette question, les gens vous disent je regarde pas la télé. Mais en fait, ils regardent Netflix, ils regardent Amazon, mais ce n'est plus regarder la télévision. Alors, en fait, les gens regardent du contenu audiovisuel. Voilà. Donc, on n'appelle plus ça de la télévision parce que la télévision, pour les gens, c'est l'écran qu'il y a au milieu du salon. Ils regardent des contenus audiovisuels, que ce soit des micro-programmes sur les réseaux sociaux, que ce soit Netflix avec des séries ou que ce soit la vraie télévision. Ils regardent tous du contenu audiovisuel. Et moi, je peux vous parier que les audiences vont grimper. Bah oui, évidemment. Si on se réfère aux audiences pendant le confinement, on est passé au mois d'avril à 4h40 minutes par jour. C'était 11 minutes de plus qu'en mars. C'est un record. Un record jamais. Mais c'est quoi? On sait exactement ce qu'ils ont regardé ou pas, les Français? Justement, là, c'était assez amusant parce que c'était surtout la télé linéaire. Ah oui. Surtout la télé linéaire. Et moins les plateformes. Et les jeunes étaient revenus sur la télé linéaire. Et donc, la télé linéaire prenait sa revanche. Alors là, moi, je pense quand même que ce phénomène-là va être moins marquant. Que justement, les plateformes sont en train, là, de balancer de grosses sorties. Sur Netflix, cette semaine, il y a les 7 de Chicago. The Crown qui démarre. Sur Apple TV, il y a le Sofia Coppola qui démarre la semaine prochaine, qui est le meilleur film de Sofia Coppola depuis Lost. Et puis il y aura une vraie différence avec le confinement, c'est que la télévision de la journée, parce que les gens étaient confinés dans la journée, a augmenté. Là, ce sera mécaniquement les avant-soirées, les soirées qui vont augmenter. Faut jamais oublier que la télé, c'est le premier loisir des Français. Faut jamais oublier ça dans le fonctionnement. Et puis aussi, mécaniquement, à cette période de l'année, les audiences vont grimper. Donc elles vont grimper encore un petit peu plus à cause pour les soirées. La question était tellement bête qu'on a démarré le débat. Non, il y a des choses à dire. Mais c'est vrai qu'a priori, oui, on va regarder un peu plus la télé. Zapping, absolument. Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping. Alors, je sais pas, nos deux spécialistes des médias, si vous avez regardé ce spectacle hallucinant hier sur France 2, que dire un naufrage, l'émission Vous avez la parole, qui était trop fière de descendre à Marseille. Vous avez descendu les décors, les caméras, tout un barnum, pour au final que la maire de Marseille soit en duplex de Marseille alors qu'il c'était à Marseille. Et en plus, elle les entendait pas. Et je voulais saluer l'action des élus locaux, si on veut avoir... Vous nous entendez, Madame Rubirola? Plus rien. Vous n'entendez plus rien? Il n'y a plus rien qui marche. Alors, essayez de remettre votre oreillette, sinon on va vous... Non? Bon, on va vous retrouver. Je vous rappellerai demain. Il vous rappellera au téléphone pour de vrai. Il vous appelle.
Voilà. Ils étaient à 600 mètres. Hein. Ouais, ils étaient à 600 mètres. C'est elle qui n'a pas voulu aller sur le plateau et puis ça a été un naufrage parce qu'elle avait des fiches. Enfin, cette émission était une catastrophe parce qu'en plus, le patron de la France Insoumise n'a pas voulu venir. Il est venu en TGV pour descendre pour faire l'émission, mais il a dit qu'il ne voulait pas être sur le même plateau qu'Olivier Véran et du coup il n'est pas venu. Donc vraiment hier soir c'était une catastrophe et catastrophe d'audience aussi. D'audience aussi, oui, ça n'a pas très bien marché. Valérie, il est 8h30, tout commence ce matin-là, c'était hier, le professeur Salomon fait faux bond à Jean-Jacques Bourdin. On vous l'annonçait tout à l'heure, Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, devait être l'invité de Jean-Jacques Bourdin ce matin. Il a été victime d'un problème personnel de dernière minute. Il ne pourra donc pas répondre aux questions de Jean-Jacques Bourdin ce matin. Bon, alors c'était pas la tourista ou un petit problème personnel, pas du tout. C'était un problème judiciaire, car au même moment, les bureaux et son domicile étaient perquisitionnés, comme ceux d'Olivier Véran, d'Édouard Philippe ou d'Agnès Buzyn. Alors ils ont tout saisi, ordinateur, papier, et ce en plein Covid. Alors pour Elisabeth Borne, notre ministre du Travail, ça tombe mal parce qu'on a toutes les infos du Covid dans les ordinateurs. On a besoin évidemment d'accéder aux ordinateurs qui permettent de tracer les décisions qui sont prises. Je pense que ça tombe très mal de venir saisir des ordinateurs, de menacer de mettre sous scellé des ordinateurs dont on a besoin pour gérer cette crise. Ensuite, la justice, elle est indépendante dans ce pays, donc je ne vais pas commenter davantage. Et oui, elle a quand même commenté. Alors ils ont cherché Valérie, puis ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient. Ah si, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Vous allez tout comprendre avec l'avocat du collectif qui a saisi la justice et porté plainte pour abstention volontaire de prendre des mesures contre le Covid. C'était sur BFM. Eh bien, Olivier Véran, je lui reproche de ne pas m'avoir justifié des bons de commande de masques. Parce que vous voyez bien que l'un des problèmes qui se pose, c'est que M. Véran est entré en fonction en février. Entre février et mars, il passe son temps à nous dire qu'il a commandé les masques. Moi, concrètement, les premiers bons de commande que j'ai de la Direction Générale de la Santé et donc du ministère, elles datent d'après le confinement. Les tests, ils datent de fin mars, les bons de commande. Et donc ce sont ces bons de commande, notamment, que les enquêteurs recherchent aujourd'hui. Si c'est vrai, ça va faire du bruit. On va en reparler, nous, à 11h. Olivier Dussopt, le ministre délégué chargé des comptes publics, le petit bonhomme, il a pleurniché à l'Assemblée nationale, parce qu'on l'avait un peu bousculé. Mais pourtant, il a bien travaillé, vous allez voir. Je suis un fils d'ouvrier, et d'ouvrier plus souvent au chômage qu'au travail. J'ai fait mes études grâce à l'assistante sociale qui payait la cantine à la place de mes parents. J'ai travaillé dans des usines l'été pour payer mes études supérieures et j'étais accompagné pour préparer les concours par des profs de l'école publique qui prenaient leur temps pour m'aider à réviser les concours parce que personne n'était en capacité de me payer la prépa qui allait bien. Aujourd'hui, je me retrouve dans l'action d'Emmanuel Macron avec ces mêmes valeurs, celles que ma mère m'a inculquées. On s'en sort dans la vie en travaillant. Allez, sèche tes larmes, je suis à 2 doigts de lui donner 10 €, le pauvre petit. Et puis restons pour finir dans les plaintes avec le comédien François Berléand qui hier sur BFM aussi reprochait aux Français leur manque de rigueur. Il y a plein de gens qui n'ont pas le masque, mais enfin bon, c'est comme ça. Il faut bien faire des annonces pour que les gens un petit peu se responsabilisent. C'est le grand problème. Moi, on sort de théâtre sur tout le boulevard de Strasbourg et de Sébastopol. Les bars sont ouverts tard et les gens n'ont pas de masque. Ils sont debout, ils boivent et ça parle et ça crie. Voilà, les Français ne sont pas respectueux. Effectivement, mais il y en a beaucoup qui ont aussi respecté, les consignes. Juste pour information, donc effectivement, vous avez la parole hier, c'est 1 443 000 téléspectateurs, 7,6% de part de marché. Oui, un fidèle est arrivé en tête des audiences avec 3 485 000 téléspectateurs. C'est pas un très bon cru pour vous avez la parole. Ça veut dire que les Français n'avaient pas très envie d'entendre le ministre de la Santé. Oui, c'est vrai. Et puis même Jean Castex n'avait pas fait un score hallucinant. Non, je pense que l'émission a un vrai problème de conception. Après, faut pas s'emballer. Je pense qu'avec l'élection présidentielle, la politique à la télévision sera très regardée au fur et à mesure qu'on s'approchera de l'élection de l'année prochaine. C'est vrai qu'on aurait pu imaginer, mais là aussi on aurait pu revenir sur la com où on a eu le président, l'après-midi Jean Castex, ce soir le ministre de la Santé. Et puis, il y a beaucoup de com. Véran qui était le jeudi d'avant. Absolument. En plus sur BFM Télé, dans le nouveau rendez-vous de BFM Télé. Non, mais il y a un problème de casting, un problème d'organisation, parce que quand même, les gens
qui plante l'émission, c'est pas possible. Il faut que ça soit mieux géré en amont. Donc voilà. Pardon, mais moi j'ai toujours pas compris l'intérêt de cette délocalisation à Marseille. Non, mais ça n'a aucun intérêt. Je ne comprends pas pourquoi ils sont allés faire travailler les équipes de Lille. Si les équipes de Lille et les programmateurs sont pas capables de faire venir la maire de Marseille, maire de la deuxième ville de France, sur le plateau, ça pose quand même un sacré problème. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant pour commenter l'actualité média. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Et aujourd'hui, c'est le club de la presse média. Alors, c'est vrai que le couvre-feu, on l'a un petit peu évoqué, va considérablement changer nos habitudes. Plus de restaurants, plus de spectacles après 21h. La télé et Netflix vont se frotter les mains. Thierry Moreau, là aussi, il va y avoir pas mal de changements, en particulier dans le public des émissions, dans la manière de faire les émissions, plus de direct à 21h. Absolument. Il va falloir que les programmateurs, les producteurs, les émissions et les chaînes s'adaptent au fait que le personnel alors le personnel aura peut-être des dérogations en ce qui concerne les journalistes en tout cas, mais le public devra être rentré à 21h chez lui. Donc ce qui veut dire que toutes les émissions en direct qui censées se terminer après 21h vont être obligées de revoir leur copie. Alors est-ce que ça va changer grand-chose au fond? Je suis pas sûr parce que si TPMP par exemple est enregistré dans l'après-midi, en fin d'après-midi, à la place d'être en direct, ça ne changera pas grand-chose. C'est le cas déjà du vendredi. C'est déjà le cas du vendredi. Donc voilà, il n'y a pas de. Mais Ruquier qui voulait retrouver un peu le frisson du direct. On est en direct, il va être obligé de changer le nom. Le problème, c'est que le direct n'est pas un concept. Et donc je pense que ça ne change rien. Là, il va être presque en direct. Le direct, ça apporte un peu plus de piquant. Ça a son charme. Oui, sauf que l'émission n'était pas vraiment montée dans l'émission précédente, donc elle a été un tout petit peu montée. Mais montée. Il y avait 7 heures d'enregistrement pratiquement. C'est monté. L'émission n'était pas tant réduite que ça. Ils enlevaient une demi-heure à peu près toutes les scories qu'il y avait qui étaient inutiles. Non, ça va pas changer grand-chose au fond des émissions. Je pense que ça va pour le téléspectateur, ça changera pas grand-chose. Après, certaines émissions, je pense au Grand Échiquier de France 2, ils ont une dernière solution. Ils vont peut-être pouvoir contourner l'obstacle en allant enregistrer à Rennes, à Brest ou à Biarritz dans des villes qui ne sont pas fréquentées. Oui, on a eu Pierre-Antoine Capton hier qui réfléchissait à cette solution pour justement continuer à rester en direct. Je suis assez d'accord que sur le fond, les émissions comme celle d'Hanouna, elles vont pas changer. Et puis sur les chaînes info, ça va rien changer de toute façon, puisque les journalistes des chaînes info vont avoir des dérogations. Mais est-ce que le public d'Hanouna aura une dérogation pour venir assister les émissions en public en direct? Non, mais c'est pour ça que lui va décaler son émission. Il va l'enregistrer. Il va décaler son émission. Et puis il y a également, donc Ruquier, ça va changer de nom, ça va s'appeler On est presque en direct. Et là aussi, parce que l'autre souci qui se passe et qui est le vrai problème de production, c'est que du coup, comme on ne peut plus trop jouer à 21h ou 22h, les pièces de théâtre vont être doublées le samedi. C'est-à-dire que le samedi, ils vont faire ce qu'on appelle des matinales, alors que ça avait lieu surtout le dimanche. Ils vont jouer à 14h et ils vont jouer derrière à 17h ou à 18h. Et donc, impossible pour eux d'être en plateau et de venir tourner le samedi après-midi, jour de l'émission. Donc, ils imaginent... Oui, mais en revanche, je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui refusaient de venir très tard à la télévision, qui, si c'est tourné un petit peu plus tôt dans la journée, seront peut-être plus à même, sera peut-être plus facile d'avoir certains qui n'avaient pas du tout envie d'aller se colter une émission à 23h, minuit, 1h ou 2h. Se retrouve, c'est qu'en effet, maintenant, le samedi va être consacré à avoir des pièces qui vont être à 14h ou à 14h30. Et moi, je pense au contraire de vous, je pense que les publicités vont rentrer parce que quand même la journée, les magasins sont ouverts, on peut aller faire des courses. C'est vrai qu'il y a l'impact. On n'est pas en confinement. On n'est pas dans le confinement, donc je pense qu'ils vont se frotter les mains en annonçant les audiences. Si on regarde aujourd'hui les publicités qu'il y a à la télévision, il y a beaucoup de publicités automobiles, par exemple. Alors, c'est essentiellement un report parce que comme les concessions étaient fermées, les campagnes ont été reportées à maintenant. Les écrans sont pleins. La question maintenant, c'est que la croissance et l'économie, c'est basé sur la confiance. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette espèce de confinement du soir, le couvre-feu, les gens vont avoir la confiance et envie d'acheter une voiture, par exemple? Je ne suis pas sûr. Donc, je pense qu'il y aura dans les stratégies publicitaires. Je ne sais pas si je suis assez d'accord. C'est vraiment pour le coup un confinement nocturne. Faut pas se le cacher. Mais je suis pas. Le marché de la pub était quand même vraiment bien reparti. Vous l'avez dit. Les campagnes là sont. Oui, mais c'est du report. Pour l'instant, c'est du report. Les écrans sont pleins parce qu'il y a beaucoup de reports des campagnes qui n'ont pas pu être faites pendant le confinement. On verra, mais je suis pas sûr que ce confinement là, ce couvre-feu freine vraiment la publicité. Je pense que les gens ont un peu peur de l'avenir, peur de ce qui se passe en ce moment, effrayés par ce qu'on leur annonce. Et donc, l'économie et la croissance étant basées sur la confiance, je suis pas certain que les ménages consomment et donc les publicitaires vont en tirer les leçons. Comme là, l'opération, c'est quand même sauver Noël. Ouais. Il y a quand même cette... Alors, oui,
cette perspective de Noël qui est quand même là. Et il commence à y avoir les reportages sur déjà les jouets qui sont en rupture de stock. J'ai déjà vu un reportage hier soir dans un JT sur les jouets qui étaient déjà en rupture de stock. Donc le storytelling commence à fonctionner. C'est pour ça que je pensais qu'avec cette perspective-là. Oui, vous ferez votre liste, Valérie, c'est ce que je veux pour Noël. Absolument, vous avez. Je veux un téléphone pliable. Vous avez raison, mais on verra. Et puis il y a les finales aussi qui oui, alors il y a des finales qui posent des problèmes comme Incroyable Talent qui va démarrer. On va d'ailleurs recevoir mardi un des membres du jury. J'ai un trou, Marianne James, qu'on va recevoir. Et donc ça doit. En effet, la finale a toujours été en direct depuis la création de l'émission. Et donc, si c'est pas en direct, ça veut dire que ce n'est pas le public qui vote. Alors, qui faire voter ? Donc c'est leur gros souci. Après, on peut décaler légèrement et avoir des systèmes de vote par Internet. Enfin, il y a des choses qui peuvent se faire, mais effectivement, là pour le coup, et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, le frisson du direct sur les émissions où il y a un vote du public, il va manquer très clairement. Ça, c'est clair pour ces émissions-là. Après, on peut s'adapter et au final, ça changera pas non plus grand-chose à ce qu'on va voir à la télévision. Allez, vos coups de cœur, vos coups de gueule, ce qui a retenu votre attention, ce qui vous agace à la télévision, ce qui vous plaît. François Aubel. Ouais. On va commencer. Moi, cette semaine, j'ai été effondré. C'est une catastrophe par le capitaine Marlowe. C'est devenu. J'avoue qu'au départ. 7 millions. Oui, alors attendez, 7 millions et demi. France 3 adore les catastrophes à 7 millions et demi de téléspectateurs. Mais moi, je pense que là, ils sont en train de faire de la politique de la terre brûlée. Parce que si vous regardez cet épisode-là, qui était le 21e, un épisode inédit qui s'appelait La Reine des Glaces, mais c'est devenu, en fait, moi j'ai l'impression que Corinne Maziero, qui était une bonne actrice au départ, se caricature elle-même. Alors au-delà de ça, c'est qu'elle a complètement cannibalisé Marlowe. Elle est en train de la tuer. Elle a tout pouvoir sur la série. C'est une cannibalisation. Elle incarne le personnage. C'est notre Colombo à la française. Oui, alors on peut dire que Peter Falk a cannibalisé Colombo, mais ça continue à fonctionner. Ça fonctionne toujours. Peter Falk, il faisait pas des dialogues. Il écrivait pas les dialogues. Et il faisait pas de politique. Ça donne de l'authenticité. Ah oui, mais on a une actrice un peu authentique, un peu vraie. Non, elle est constamment en colère. Vous préférez pas Capitaine Marlowe à Navarro ou Véronique Jeunesse? Au départ, si. Au départ, je trouvais qu'il y avait une certaine fraîcheur, qu'elle apportait quelque chose à la fiction française. Sauf que maintenant, c'est devenu effectivement la caricature d'elle-même. Et au-delà de ça, il y avait aussi un système dans cette série qui est d'inviter des guest stars. Ouais. Bon, il y a Gianni, Depardieu, ça va, tout ça est bien. Et puis de les confronter à Marlowe, c'était ce jeu-là, cette confrontation qui faisait aussi le sel de la série. Sauf que là, ils l'ont confronté dans cet épisode-là de mardi dernier à Christophe Lambert, qui est très diminué, qui a du mal à parler, à Stevie Boulet, pardon. Mais bah quand même, Stevie Testu. Oui, c'est Testu qui est là, qui joue une patineuse de 40 ans. Pardon, mais qui sans aucune grâce. Vous êtes en train de dire que sur cet épisode-là, les guests étaient un peu moins forts. Moi, je fais confiance à José Dayan. Elle a un carnet d'adresses qui est épais comme un bottin. Je peux vous dire que dans le prochain, il y aura du lourd. Mais ça, il y aura du lourd. Je suis pas en train de vous dire. François, comment vous expliquez que ça fonctionne à ce point, 7 millions et demi, c'est des scores. Vous êtes un peu à côté de la plaque. Non, je crois pas, parce que les gens sont quand même assez déçus. Et j'ai beaucoup de réactions de gens qui me disent, effectivement, cet épisode-là était moins bon. Mais moi, regardez la courbe, elle est très belle. La courbe est très belle. Ça veut dire que les gens, ils sont restés. Ouais, non, mais honnêtement, je pense que là, elle est en train de. En plus, pour une fois qu'on a une héroïne de série policière qui est un peu féministe, qui est un peu atypique, qui dégage quelque chose, qui a un vrai parti pris, ça change des héros fades des séries américaines. Ouais, mais à mon avis, le trop est l'ennemi du bien là. Vous trouvez qu'il y en a trop, enfin que ça se caricature. C'est too much, bon. Thierry, vous, c'est aussi un coup de gueule? Un coup de gueule, oui, sur un programme qui est apparu hier soir sur TFI qui s'appelle 20 ans à nouveau, 5 mamans incognito, où 5 mamans se travestissent en gamines de 20 ans pour essayer de comprendre comment leur fille de 20 ans peut vivre. Alors moi déjà, un principe de base, je pense que la télé n'est pas là pour nous aider à éduquer nos enfants. Je pense qu'il y a d'autres manières de le faire. Mais surtout, voilà, une fille de 20 ans n'a pas forcément des barésies, une fille de 20 ans n'a pas forcément des ongles de 3 cm de long. Non. Et d'ailleurs, je vous ai annoncé hier soir que je choisissais ce programme comme coup de gueule. J'avais pas vu l'audience, et Dieu merci, l'audience est en accord avec ce que je pensais, contrairement à Capitaine Marlowe, parce que c'est quand même planté, il faut le dire. Ils ont fait 173 000 téléspectateurs, ils sont quasiment en queue de programme. C'est vraiment, c'est d'une débilité absolue. Enfin, c'est
c'est de la télé-réalité dans tout ce que, enfin, alors là, pour le coup, c'est de la caricature de télé-réalité. La télé du réel peut être quelque chose d'intéressant, peut être quelque chose de constructif, mais là, c'est de la télé-réalité poussée à l'extrême. Enfin, ces mamans, elles ont 40 ans, quand elles s'habillent en 20 ans, ça ne fait pas illusion. Les séances malsain, de dating. C'est complètement malsain en plus. Mais non, parce qu'après, c'est même pas malsain. C'est même pas malsain, c'est ridicule. Alors quand elles vont draguer des jeunes de 20, 21 ans. Mais vous l'avez regardé ? J'ai regardé. Oui, j'ai zappé. Bah oui, parce que j'ai un peu travaillé l'émission. C'est totalement artificiel. En plus, on sous-entend que passé 20 ans, on n'est plus capable d'utiliser les réseaux sociaux. Vous êtes ici tous autour de la table des pros des réseaux sociaux et vous avez plus de 20 ans. Donc ça me rassure plutôt. Voilà, c'est une caricature et voilà, c'est tout ce que j'aime pas dans la télé-réalité. François, vous n'êtes pas professionnel, vous n'avez pas regardé ça. J'avoue que j'ai pas regardé. Non mais vous rigolerez bien, regardez le replay, vous allez voir. Moi, mon coup de gueule, il s'est passé sur Twitter. Est-ce que vous connaissez Kevin Pereira, Valérie ? Alors, vous le connaissez ? Mais j'ai lu l'histoire. Ah, vous avez lu l'histoire ? Vous savez comme elle est, hein. Elle veut même pas jouer le jeu. On dit non, c'est quoi ? Voilà. Alors, Kevin Pereira, il a envoyé un mail à 12h06, une candidature à OCS qui recherchait un assistant éditorial. Il était tout content. Il s'est dit, je vais peut-être trouver un emploi. Et donc, notre Kevin Pereira, il habite Fleury-Mérogis, comme pas mal de gens. Et il est 12h08 quand il reçoit par erreur le mail qu'il avait envoyé, mais cette fois-ci avec une réponse partagée à tout le personnel d'OCS par Sébastien Normand, qui est spécialiste du recrutement chez Orange. Et sur le mail, il y a écrit encore un autre Kevin, un Portugais en plus. Et puis apparemment, il est en prison. Incroyable quand même, juste incroyable. Alors l'erreur est qu'il a été mis en copie. Alors évidemment, je le dis avec un décalage, mais quand même OCS qui se veut la chaîne un peu branchouille, qui diffuse HBO, on est très bobo et autres. Je pense que quand même, quand Sébastien Normand renvoie ce mail-là en disant il est portugais et en plus il est en prison, c'est quand même très violent. Ce qui m'a étonné dans cette histoire, c'est le délai de réponse. Que le temps que Orange a mis à répondre à ce garçon-là. Alors à mon avis, le fameux Normand, son avenir est compromis chez Orange. Mais ils ont mis quand même beaucoup de temps à répondre. Et ça, je trouve ça vraiment dommageable. Parce que ça justifie quand même. À l'époque des réseaux sociaux, il fallait intervenir tout de suite. Parce que comme lui, en plus, il a lu cette réponse ignoble dans la minute qui a suivi, il fallait derrière tout de suite désamorcer le truc. Et ça jette un soupçon sur Orange. Il y a une autre chose qui est très révélatrice. Ça veut dire que le CSA a publié récemment un rapport sur la présence de la diversité à la télévision. Ça veut dire qu'au-delà de l'affichage des chaînes de télévision et des médias en général, voilà, les mentalités sont encore 20 ans en arrière. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un nom qui s'appelle Pereira, il est forcément portugais, il habite Fleury-Mérogis, il est forcément en prison. Alors je vous dis pas s'il venait du 93 et qu'il s'appelle Mohamed. Donc voilà, il y a un problème de mentalité extrêmement lourd et ça, c'est pas prêt de changer malgré tous les efforts qu'on peut essayer de faire aux chaînes et aux médias. Alors François, il y a Sabrina qui est d'accord avec vous. Marlo, c'était novateur, très bien au début. Maintenant, Maziero, on fait beaucoup trop. Cantou nous dit pardon Marlo, je l'avais vu venir, beaucoup de critiques, le contre-effet c'est ridicule, elle fait des sketchs où elle suit le scénario, c'est pas drôle, c'est facétie. Madame Bernier, Julie Depardieu, beaucoup plus drôle, mon avis parmi d'autres. Voilà, donc vous voyez, vous avez des gens qui pensent effectivement comme vous. Gilles, on va passer à l'actu média, peut-être sur deux, trois petites infos. La Flamme, vous avez regardé ou pas sur Canal+. Vous avez pensé quoi Non, je suis assez partagé, moi je trouve que c'est un succès. Mais vous n'aimez rien ? Mais si. Alors, non. En fait, au Figaro, on était très partagés. Il y a les spécialistes de la télé-réalité, il y en a, qui ont trouvé ça formidable parce que Jonathan Cohen a réussi à choper les codes de la télé-réalité pour vraiment les parodier. Et puis, il y en a d'autres comme moi qui trouvent que c'est limité, que ça se limite. Ben Stiller, parce que c'est l'adaptation de ce qui a été fait aux États-Unis par Ben Stiller. Qui est plus drôle et qui fait moins succession de sketch. C'est pas une production française. Enfin, c'est une adaptation. C'est une adaptation, mais qui fait moins succession de sketch. Et moi, c'est ça que je lui reproche. C'est vrai que le casting est exceptionnel et qu'il y a Leila Bekti est formidable dedans, et en hystérique totale. Moi, j'ai beaucoup ri à ce personnage-là. Mais bon, c'est assez inégal. Et puis, effectivement, il y a comme c'est des formats très courts, il y a un système de sketch qui, moi, me laisse un petit peu circonspect. Moi, je suis assez d'accord. Je trouve qu'il y avait beaucoup de matériaux. Il y avait
des acteurs formidables, et puis il y a un truc qui prend pas, qui est un peu gênant. Je sais pas, moi je trouve ça pas mal. Je trouve que la télé n'est jamais aussi bonne que quand elle se moque de la télévision, et donc là la télé-réalité qui se moque de la télé-réalité, je trouve ça assez réussi. Je pense qu'il y a des gens qui vont découvrir ce monde parce que le téléspectateur de la Flamme n'est pas celui qui regardait évidemment le Bachelor, et donc je pense qu'ils vont découvrir cette sorte de télévision qu'ils ne regardaient pas. Je trouve que les acteurs sont formidables. On a quand même un peu la critique. Alors dire oui, ça n'est que l'adaptation du truc américain et en moins bien, ça c'est un discours qu'on tient à chaque fois, quoi. Est-ce qu'adapter une télé pas intéressante, c'est plutôt un succès. C'est plutôt un succès. C'est plutôt bien joué. Alors on peut dire que les sketchs sont inégaux. Ok. Enfin c'est quand même. Non mais moi c'est justement ce que je reproche. C'est le système finalement que voulait éviter Jonathan Cohen. Il voulait éviter de faire un système à sketch, et on ne parle que finalement, vous l'avez dit vous-même là à l'instant, de sketch. Et je ne sais pas si caricaturer une télé qui est à la base pas intéressante comme le Bachelor peut rendre vraiment la chose intéressante. Alors bon, il y a pas de. En plus, le problème c'est que là, on n'a pas de mesure d'audience pour savoir. Ah si, parce que c'était en clair. Voilà, c'était en clair. C'était en clair. Le premier épisode, très bien marché. Il a bien marché, mais la suite. Soyez de bonne foi. En plus, je suis d'accord avec vous. Il y a un succès. Non, mais il y a un succès de curiosité. Il faudra voir effectivement si ça continue, mais il y a un succès de curiosité très clairement. Vous vous souvenez que j'ai un trou de mémoire, cette série formidable, je crois que c'était sur Netflix, américaine, qui se passait dans les coulisses d'une émission. C'était sur Énergie 12. Sur les coulisses de la télé-réalité. Non, sur les coulisses des. Non, je vous retrouverai le truc. Non, vous parlez tous de trois choses différentes. De trois choses différentes. Non, c'est une série. Là, c'était pas drôle, c'était assez dramatique avec une productrice complètement à bout. Ça vous dit rien? Bon, mais ça, c'était très bien fait. Alors, on a des auditeurs qui ont regardé La Flamme. Marie-Hélène nous dit non, c'est des sketchs couillons, tellement caricaturaux, c'est pas drôle, on rigole pas du tout. Donc voilà, on a même un auditeur qui préférait Colombo commissaire Moulin. Donc je crois que François Obel a dû payer des. Je crois, parce qu'il y a quand même du monde qui a regardé La Flamme, du monde qui a regardé Capitaine Marlowe. Envoyez des tweets. Quand on creuse, Unreal, effectivement, j'ai une amie qui nous écoute. Betsy, bravo, Unreal, merci. Unreal, c'était formidable. C'était une série américaine, 38 épisodes, si vous les avez pas vus. Diffusée sur Énergie 12, madame. Non, ça a été diffusé sur Arte, SI, Énergie 12, vous avez raison. Moi, je ne l'ai pas vu sur. Oh là là, il a toujours raison. Parce qu'elle ne regarde pas Énergie 12. C'est incroyable. Merci à Betty qui nous écoute. Et Unreal, c'est vraiment, vraiment très, très bien. Qu'est-ce qu'on a encore on peut parler de ce soir. Paris, puisqu'on y est. Émilie Paris. Bah alors moi ça m'a fait du bien, je vais vous dire. Émilie Paris, j'ai lu tellement de choses nulles dessus que je me suis dit voilà. C'est la série qu'on adore détester. C'est vrai que c'est truffé de clichés. Oui. C'est vrai que c'est too much. Mais moi franchement c'est le côté too much qui me plaît. Oui moi aussi. Mais François. J'aime beaucoup dedans. J'aime beaucoup dedans Philippine Leroy-Beaulieu qui est la caricature de la Parisienne, de la pain-bêche. Elle est formidable, bourgeoise, qui est géniale. Alors le seul bémol c'est qu'il faut surtout pas le regarder en version française. Non. La version française est catastrophique. C'est une catastrophe. C'est souvent comme ça sur Netflix. Il ne faut pas regarder les versions françaises. Absolument. Mais en plus, c'est vrai que les premiers épisodes, les 2-3 premiers, sont assez caricaturaux. Et ensuite, on se fait prendre par l'intrigue. En même temps, je me demande si finalement on n'est pas si près que ça, si loin que ça de l'image du Parisien vu à l'étranger. Enfin, je sais pas, quand vous prenez un café encore dans Paris, les serveurs sont toujours aussi odieux, vous réclament de vous payer tout de suite parce qu'ils finissent leur service dans 5 minutes. Enfin voilà, c'est... Alors je sais pas ce qu'en pense ma copine américaine qui vit à Paris depuis très très longtemps, mais je sais pas si c'est effectivement la vision. On n'a plus énormément de temps. Je voulais que vous nous disiez... Singer, on en parlera la semaine prochaine. Vos scoops ou vos infos. Alors Thierry, Danse avec les stars va sans doute être reporté encore un peu plus, sans doute pas avant la rentrée 2021, pour une raison toute simple, c'est qu'aujourd'hui avec les nouvelles contraintes, alors le couvre-feu en est une, mais les contraintes déjà qui étaient très très fortes, c'est très difficile aujourd'hui de faire un certain nombre de danses où on se touche et où il y a de la sensualité, les valses, les tangos, et donc ils ont une problématique et donc ils songent, enfin la décision est quasiment prise, de reporter à nouveau Danse avec les stars, sans doute pas avant la rentrée 2021, en espérant que ça aille beaucoup mieux.
avec sans doute Jean-Marc Généreux non remplacé, ce qui veut dire qu'il y aurait 3 jurés, comme en première et deuxième saison. Donc voilà, est-ce que ça signe la mort de cette émission? Je ne suis pas sûr, parce que ça reste un concept fort. Simplement, là, en ce moment, c'est vraiment typiquement une émission qui est compliquée à faire avec. Puis ils avaient des soucis de casting aussi. Oui, mais ça, Patrick Topalov n'était pas disponible. Non, mais ça, après, ils auront un peu plus de temps pour le film. Il avait pris pour Massinger. Non, vous n'êtes pas gentil. Vous chantez pas, vous, ce soir, c'est pas vous. Non. Vous n'êtes pas dans la bouche. Moi, j'ai une petite indiscrétion glanée à Cannes Série. Camille Cotin, donc, que l'on va retrouver dans la série 10% la semaine prochaine, et ben, va rempiler dans la saison 4 de Killing Eve ou Killing Eve. La saison. Killing Eve, c'est top. C'est la série britannico-américaine de Phoebe Waller-Bridge, qui a signé d'ailleurs le scénario du prochain James Bond. Et moi, je me régale. Dedans, incroyable. Elle était déjà dans la saison 3. Mais et là, elle rempile, mais elle prend encore un peu plus de place en parrain de la mafia. Vous avez raison, c'est une série où les rôles secondaires sont très intéressants et souvent bien développés. Et c'est une très très bonne série pour ceux qui la connaissent pas. C'est l'histoire d'une tueuse en série qui va très 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 loin. Ah oui. Alors, je suis assaillie de messages. Ma maman m'envoie Roof. C'était Newsroom à laquelle elle pensait sur les coulisses de chaînes d'info. Donc c'était sur les coulisses des chaînes info. C'était les coulisses des chaînes info. Et à 16h, elle va vous envoyer un SMS. Et puis j'ai reçu aussi. Moi, je vous conseille de regarder en replay Claire Andrieux, qui est un film qui est passé, un téléfilm, une fiction sur Arte avec Thomas VDB qui est dans un rôle dramatique. Enfin, dramatique, c'est pas dramatique, il joue le rôle d'un régisseur. Et c'est réalisé par Olivier Jahan. C'est un film, je sais pas si vous l'avez vu, que j'ai trouvé très charmant. Regardez, vraiment à partir d'une histoire assez tragique et sans pathos. Et Thomas VDB qui est presque pas dans un rôle de composition. C'est lui, absolument. Avec Jeanne Rosa qui est formidable. Franchement, si vous pouvez le regarder. Thierry, vous c'était. Oui, et à voir, vous, c'était au RTF, ils ont inventé la télé. Ah oui, parce que je pense que c'est un hommage à tous ces gens qui ont créé la télé d'aujourd'hui. On voit souvent des choses, on a l'impression qu'on n'a rien inventé avec les programmes d'aujourd'hui. Eh bien, effectivement, on n'a rien inventé parce que des gens comme Pierre Tchernia, Denise Glaser ont été à l'origine de la télévision. Ces 2 épisodes, c'est en plus raconté par Thierry Ardisson, donc quelqu'un qui connaît bien son sujet. Pierre Tchernia, pour moi, c'est mon maître absolu. Denise Glaser, qui était une productrice formidable, elle est morte dans l'indifférence générale, ruinée, seule et malade. Il y avait 3 personnes à son enterrement. Bref, c'est une série qui va vous expliquer la jeunesse de la télévision française. Et c'est formidable, c'est la semaine prochaine sur France 3. Ils ont inventé la télévision au RTF. On recevra Thierry Ardisson pour en parler le 30. Et puis le retour de 10% mercredi. C'était votre coup de cœur. La meilleure saison, à mon avis, la saison 4. Formidable. Malheureusement la dernière, mais la meilleure saison. Peut-être pas. Selon quelques indiscrétions, peut-être pas. Merci à vous, merci à nos auditeurs qui étaient très actifs ce matin. Michael qui nous dit Patrick Topalov est mort. Paix à son âme. C'est effectivement pas très gentil, de mauvais goût. Voilà, vous serez punis. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant avec Gérard Collard. À tout de suite.